Salut, je suis Yoann Noiro, bienvenue sur Éthique et Psycho, le podcast qui analyse les oppressions pour mieux les combattre. Le sujet d'aujourd'hui fait partie des sujets qui m'ont poussé à lancer le podcast. Depuis le 7 octobre 2023, où le conflit israélo-palestinien s'est retrouvé à nouveau au centre des médias, je me disais qu'il fallait vraiment que je parle de ce sujet. Mais étant donné que je ne me sentais pas assez compétent sur le sujet pour le traiter correctement à moi seul, ça m'a donné envie de donner la parole à quelqu'un de plus pointu que moi. Du coup, pour cet épisode, on reçoit Jérôme Segal. Il est historien, maître de conférences à la Sorbonne, chercheur et journaliste à Vienne, et engagé dans plusieurs luttes, notamment l'antiracisme et l'antispécisme, pour lesquels il a consacré plusieurs ouvrages. On parlera donc de ce conflit, du traitement médiatique qu'il y a autour et de la déshumanisation des Palestiniens, mais aussi de l'antisémitisme et de l'instrumentalisation de l'antisémitisme, et de comment faire la part des choses entre critiquer la politique d'Israël tout en étant opposé à l'antisémitisme. Jérôme Segal se définit aussi comme juif athée, et a un regard très critique sur les religions et certaines pratiques néfastes qui peuvent en découler. Pour commencer, est-ce que tu peux nous donner ton avis général sur le conflit israélo-palestinien ? Alors, c'est un sujet pour lequel des milliers de livres ont été écrits. C'est très dur de résumer ça en quelques minutes. Mais d'abord, une idée importante que je souhaite transmettre, c'est de dire que le conflit israélo-palestinien n'a pas commencé le 7 octobre 2023. Si on devait prendre une date, pour moi, ce serait la déclaration de Balfour en 1917. La déclaration de Balfour, c'est les Britanniques qui promettent à la communauté juive: on va faire un État pour vous dans la Palestine mandataire, qui donc, à l'issue de la Première Guerre mondiale, est gérée par les Britanniques. Il faut savoir qu'en 1918, en Palestine mandataire, comme on dit, on a 700 000 Arabes et 56 000 Juifs. Donc les Juifs sont complètement minoritaires. Et évidemment, les Palestiniens commencent à s'inquiéter à l'idée de savoir que les Britanniques promettent un État aux Juifs. Alors, le premier épisode de conflit armé, c'est 1947. En novembre 1947, il y a le plan de partage de l'ONU qui décide d'avoir un État juif et un État arabe qui sera donc palestinien. Et là, ça commence, si on peut dire, de façon un peu compliquée. Ce plan prévoit 56% du territoire pour les Juifs et 42% pour les Arabes, avec Jérusalem comme ville neutre. Et pourtant, à ce moment-là, les Palestiniens étaient 2 fois plus nombreux que les Juifs. Donc, évidemment, ils voient d'un mauvais œil ce plan de partage. Et à partir du moment où ce plan de partage est annoncé, les Juifs, qui ne sont pas encore israéliens, commencent à expulser massivement les Palestiniens. Il y a 98 localités palestiniennes qui sont rasées. Tous les habitants sont invités à partir. Il y a évidemment quelques morts. Et sur cette période, donc de novembre 1947, l'annonce du plan de partage jusqu'à la création de l'État d'Israël le 15 mai 1948, on a 750 000 Palestiniens exilés. Et là, on comprend que le problème persiste aujourd'hui, c'est que ces exilés ont été accueillis dans les pays autour, donc Liban, Syrie, Jordanie, et dans une moindre mesure en Égypte. Et ils ont gardé le statut de réfugiés de génération en génération, tant et si bien qu'aujourd'hui, on a 6 millions de personnes qui ont ce statut selon l'ONU de réfugiés. Et évidemment, si tout le monde devait revenir, ça poserait un problème pour les Israéliens qui sont à peu près 7 millions et qui verraient d'un mauvais œil l'arrivée de 6 millions de Palestiniens dans leur pays. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il y a quand même une injustice de départ avec ce plan de partage de l'ONU qui explique qu'il y a une haine qui se forme entre les deux peuples. Il y a aussi un problème qui est un problème de droit international. La résolution 194 de décembre 1948 instaure un droit au retour pour les Palestiniens. Donc, les résolutions de l'ONU ne sont pas annulables. C'est-à-dire que l'ONU a décidé que les Palestiniens avaient le droit de revenir. Or, ce qui s'est passé, c'est qu'Israël s'est étendu de plus en plus, et notamment avec la guerre des 6 jours en 1967, occupation de la Cisjordanie, de Jérusalem-Est, de Gaza, du Sinaï égyptien, du plateau du Golan qui appartient à la Syrie. Et à partir de ce moment-là, il y a à nouveau une résolution de l'ONU, c'est la résolution 242, qui dit que cette acquisition de terres par la guerre n'est pas admissible et que donc l'ONU ne reconnaît pas cette extension territoriale d'Israël. Et à partir de là, naît un projet qui est aujourd'hui encore valable,
qui est celui de la terre contre la paix, à savoir les Israéliens seraient d'accord pour quitter ces territoires occupés, revenir aux frontières d'avant 67, en échange de quoi les Palestiniens et les pays arabes reconnaîtraient Israël. Donc ça, c'est vraiment l'idée de base. Ensuite, juste quelques dates qu'il faut avoir en tête pour bien comprendre ce conflit. C'est 2005, le retrait des Israéliens de Gaza sous Ariel Sharon. Ce retrait, il s'est fait en fait pour en même temps accélérer la colonisation en Cisjordanie. Donc c'est un peu donner du lest d'un côté, mais pour poursuivre la colonisation de l'autre côté. Et puis les guerres, régulièrement il y a eu des guerres à Gaza. Actuellement c'est le 4e épisode. Il y a eu d'abord l'opération que les Israéliens ont appelée Plomb durci de 2008 à 2009 pendant l'hiver, avec 13 morts israéliens, 1300 côté palestinien. 2012, pilier de défense, avec 6 morts israéliens, 162 côté palestinien. Et en 2014, 67 soldats israéliens et 5 civils israéliens qui sont tués, contre à peu près 2200 morts côté palestinien, dont 2 tiers de civils. Et ce point est important parce que les 2200 morts palestiniens, ça a été les chiffres donnés par le Hamas qui a pris le contrôle de Gaza, mais c'est aussi les chiffres de l'ONU et c'est aussi les chiffres israéliens. Donc ça, c'est important aussi pour la suite de voir que quand le Hamas, le ministère de la Santé du Hamas donne des chiffres de morts identifiés, c'est à peu près ce qui colle à ce que dit l'ONU et ce que dit Israël. Voilà, donc maintenant arrive là-dessus le 7 octobre 2023 avec les crimes de guerre commis par le Hamas et d'autres groupes palestiniens. Donc c'est, je pense, comme ça qu'il faut les appeler. Et il faut savoir qu'à ce moment-là, une bonne partie des troupes israéliennes destinées à la protection d'Israël autour de Gaza étaient en Cisjordanie pour protéger les colons. Donc, quelque part, la colonisation accrue en Cisjordanie a causé aussi un affaiblissement de la défense israélienne. Et voilà, la suite, on la connaît. Ce sont les bombardements dès le 9 ou le 10 octobre, je ne sais plus exactement. Et aujourd'hui, début juillet 2024, on est à environ 40 000 morts côté palestinien. Depuis le 9 octobre, en fait, il n'y a pas eu de grosse évolution. Il y a eu une pause dans le conflit, un cessez-le-feu qui a permis l'échange de quelques otages, parce que lorsque les crimes de guerre ont été commis par le Hamas et d'autres groupes, ils ont aussi pris environ 250 otages. Et donc, il y a eu quelques otages qui ont été échangés contre des prisonniers palestiniens. Actuellement, il est question qu'il y ait à nouveau un échange, mais il n'y a pas eu d'évolution majeure. C'est-à-dire que depuis octobre 2023, Israël bombarde régulièrement, à des troupes au sol aussi qui procèdent à des tirs de snipers, des tirs depuis les tanks. 3/4 des habitations sont détruites. Je n'ai plus les statistiques en tête, mais la majorité des écoles, la majorité des hôpitaux, des mosquées. Et voilà, donc les Gazaouis vivent dans une terreur absolue avec, selon la Cour internationale de justice, un risque de génocide avéré. En Europe, il y a eu un traitement médiatique et politique qu'on peut dire assez favorable à Israël, avec un certain deux poids deux mesures entre les victimes israéliennes et les victimes palestiniennes. Si tu es d'accord avec ça, est-ce que tu pourrais donner des exemples d'un peu de biais de cadrage médiatique qui soient un peu en faveur d'Israël, biaisés, voire des fois fausses informations sur le sujet? Alors, en fait, le traitement médiatique est très différent selon qu'il s'agit d'informations concernant des Palestiniens ou des Israéliens. Israël est considéré en France comme un pays ami. On a évidemment des relations diplomatiques. Israël a un statut privilégié dans les échanges économiques avec l'Union européenne. La France a aussi un commerce direct avec Israël. Donc, par défaut, on pourrait dire que la France, les journalistes français reprennent très facilement toute information venant d'Israël et au contraire, toute information venant de la bande de Gaza. Comme la bande de Gaza est dirigée par le Hamas et que le Hamas est reconnu officiellement comme un groupe terroriste par la plupart des institutions internationales, l'information est mise en doute et questionnée. Et le fait que les informations venant d'Israël sont systématiquement acceptées a conduit à la diffusion de véritables fake news dans la foulée du 7 octobre. Il y en a plusieurs auxquels je pense. D'abord, le fait que les attaquants du Hamas auraient mis un bébé dans un four. C'est quelque chose qui est complètement faux. Alors que Raphaël Enthoven, par exemple, diffusait ça le 30 octobre dernier. Pareil, qu'une femme enceinte aurait été éventrée, son bébé enlevé de son ventre, tué devant elle, etc. C'est également quelque chose qui relève des fake news. Il y a aussi tout un débat sur les chiffres. Lorsque le Hamas annonce des chiffres, très souvent, côté israélien et côté français,
on minimise ces chiffres. Et puis, il y a aussi une déshumanisation des victimes palestiniennes. Pour les victimes israéliennes, bon, comme évidemment, il y a 767 civils qui ont été tués le 7 octobre, avec à peu près 300 militaires en plus, environ 1200 morts au total. Mais sur ces 767 civils, très rapidement, on a eu une photo, on a eu une petite biographie, des sites Internet qui permettaient de les suivre, leur vie de chacune de ces victimes civiles. Victimes qui sont évidemment à déplorer. C'est évidemment horrible de savoir que des jeunes, des personnes âgées, des femmes, des enfants, des adultes, des papas, tout ça ont été tués. Mais côté palestinien, c'est l'anonymat total. On a tout au plus une idée du nombre de milliers, mais on n'a pas du tout ce narratif, comme on dit aujourd'hui, c'est-à-dire ce discours qui permet de personnaliser ces victimes, de savoir si cette personne était boulanger, si c'était un porteur d'eau, s'il avait des enfants, s'il avait des jumeaux, etc., etc. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui, très rapidement, a été quelque chose de très triste parce que ça montre vraiment un grand déséquilibre. Et c'est pour ça qu'avec plusieurs collègues universitaires, on a publié une tribune dans Le Monde qui s'appelle « Une vie vaut une vie », pour rappeler que justement, même si on connaît mieux les victimes israéliennes parce qu'elles ont aussi des modes de vie qui sont plus proches des nôtres, il ne faut pas oublier qu'une vie vaut une vie et que les civils palestiniens qui meurent sous les bombes sont aussi des enfants, des femmes, des grands-parents, etc. Ensuite, il y a eu quelque chose d'assez important, c'était la mise en cause de l'UNRWA. Donc l'UNRWA, c'est l'Agence des Nations Unies pour le travail et le soutien aux Palestiniens exilés. Donc, comme je l'ai expliqué, il y avait 750 000 Palestiniens exilés en 47-48. Ils sont aujourd'hui 6 millions. Et tous ceux qui sont au Moyen-Orient, donc essentiellement à Gaza, mais pas seulement, aussi dans les pays aux alentours, donc sont aidés par cette agence de l'ONU. Et Israël a annoncé qu'il y avait 12 personnes parmi les 30 000 employés de l'UNRWA qui avaient collaboré de près ou de loin aux actes barbares commis par le Hamas. Le problème, c'est qu'il n'y a absolument aucune preuve qui a été avancée par Israël. Le directeur de l'UNRWA, c'est Philippe Lazzarini, a demandé ces preuves, a demandé voilà, quels sont les éléments qui vous permettent de dire que 12 personnes de notre organisation ont aidé le Hamas. Il n'a jamais eu la moindre preuve. Et Israël a un tel capital de sympathie dans les pays européens que plusieurs pays, comme l'Allemagne, qui était un contributeur important, ont cessé le financement de l'UNRWA. L'UNRWA, évidemment, étant agence de l'ONU, dépend du soutien de tous les pays donateurs. Et de très nombreux pays européens ont arrêté de subventionner l'UNRWA parce qu'Israël avait dit qu'il y avait 12 employés qui avaient aidé le Hamas. J'ai remarqué que 12 sur 30 000, c'est évidemment 12 de trop, mais que ça peut s'expliquer d'un point de vue statistique. C'est-à-dire qu'il est très difficile d'avoir un suivi parfait des activités menées la nuit, le week-end par les 30 000 employés. Je tiens à préciser, quand on dit qu'il y a des fake news où on va exagérer, par exemple, des fois les atrocités du Hamas, le fait qu'on soit tous les deux à dire qu'il y a des fake news là-dessus, je précise quand même que ni toi ni moi ne cautionnons le Hamas et on est évidemment d'accord pour dire que ce qu'a fait le Hamas était dramatique et évidemment qu'on s'oppose au terrorisme. Bien sûr, je le dis clairement, il y a 767 civils et 350 soldats qui ont été massacrés par le Hamas. Et un mort est un mort de trop, que ce soit un Israélien, un Palestinien, ou bien des travailleurs immigrés à moitié esclavagisés venant de Thaïlande qui travaillaient dans les kibbutz autour de Gaza. Chaque mort est à déplorer. Ce traitement médiatique, comment tu l'expliquerais, ce deux poids deux mesures Ah, mais je pense que là, il faut remonter là encore à la naissance de l'État d'Israël. L'État d'Israël est créé en 1948 en réponse à la Seconde Guerre mondiale, à l'extermination systématique des Juifs d'Europe. Et à partir du moment où Israël est créé pour laver le péché de l'Occident, parce que même si c'est l'Allemagne, évidemment, qui est en premier lieu responsable de cette extermination systématique, on sait, par exemple, avec les travaux de l'école de Francfort, que c'est aussi la modernité occidentale, l'industrialisation. On sait, par exemple, le rôle qu'a eu Henry Ford sur Hitler, sur l'organisation industrielle des mises à mort. C'est ce qui fait d'ailleurs l'unicité de ce génocide. C'est le seul génocide à dimension industrielle. Il y a d'autres génocides dans le XXe siècle, depuis les Ruraux en 1907 jusqu'au génocide au Rwanda en 1994. Mais celui-là est particulier en raison de cette industrialisation. Et donc la création d'Israël, c'est laver ce péché inaugural de l'ère moderne avec la destruction systématique des Juifs d'Europe, ce qu'on appelle parfois la Shoah ou l'Holocauste, termes sur lesquels on peut revenir. Et à partir du moment
où on est conscient du fait qu'Israël est créé en 48 pour permettre aux Juifs de vivre le plus jamais ça, d'être en paix sur un État pour eux. Israël est le pays du bien. Israël est le pays absolument bien, absolument éthique, puisque c'est le pays des victimes par excellence. Et donc, à partir de ce moment-là, on ne peut pas imaginer qu'Israël commette des actes qui soient, par exemple, à l'encontre des droits humains, commette des massacres des civils, comme c'est le cas. Et cette explication historique explique aussi pourquoi en Allemagne comme en Autriche, il est quasiment impossible d'émettre la moindre critique sur la politique menée par Israël, parce que l'Allemagne et l'Autriche sont les deux pays des bourreaux, et que donc critiquer Israël, ce serait revenir à l'époque du nazisme et critiquer les Juifs. Et ça va à un niveau tel qu'en octobre 2023, de très nombreuses mairies en Autriche ont affiché le drapeau israélien sur le fronton. Et la maire de Graz, qui est la troisième ou quatrième ville du pays après Vienne, la maire de Graz a dit moi, je déplore tous les morts et je ne vais pas prendre parti en mettant que le drapeau israélien sur ma mairie, j'en mets aucun. Et elle a été pourrie par l'ensemble de la classe politique. Même des gens qui sont assez à gauche ont été choqués que la maire de Graz refuse ce soutien conditionnel à Israël. Cette prise de position de la France et des États-Unis, des médias français par exemple ou américains, en fait la majorité des pays n'ont pas du tout cette position. Comment c'est perçu par l'opinion publique à l'échelle mondiale? En fait, le conflit israélo-palestinien est l'occasion, depuis quelques mois, de voir apparaître la formation d'un bloc de pays du Sud global, comme on dit parfois. Le Sud global qui peut aussi inclure des pays comme la Chine, par exemple, bien qu'elle ne soit pas au sud de l'hémisphère. Ce sont des pays qui vont se rendre compte du deux poids, deux mesures. C'est-à-dire qu'on a, par exemple, l'agression de la Russie envers l'Ukraine, qui a été évidemment très justement condamnée au niveau international. Mais ce que fait Israël depuis 1948 contre les Palestiniens, et là de façon paroxystique à Gaza, c'est raser la bande de Gaza. C'est absolument tout détruire, tuer des dizaines de milliers de personnes. Et les pays de ce Sud global se rendent compte que ce n'est pas possible de valider et de cautionner cette politique. Et donc, la médiatisation qu'on a dans les pays occidentaux, en Europe, aux États-Unis, devient contestée. Et ce n'est pas un hasard si c'est justement l'Afrique du Sud, le pays qui a vécu l'apartheid, qui est allé à la Cour internationale de justice demander à ce qu'Israël soit condamné. Et c'est ce qui s'est passé en janvier dernier. Tout à l'heure, tu as parlé de la déshumanisation et de l'animalisation des Palestiniens. Est-ce que tu as des exemples concrets de pratiques ou de discours qui sont dégradants, déshumanisants, animalisants envers les Palestiniens? Oui, en fait, dans toutes les situations de guerre, de colonisation, on a ces processus d'animalisation et de déshumanisation. Dans le cas israélien, en 2015, par exemple, la ministre de la Justice de Netanyahou, qui s'appelle Ayelet Shaked, avait choisi la métaphore du serpent. Je la cite, elle parlait donc des militants palestiniens. Ils sont tous des combattants ennemis et leur sang sera sur toute leur tête. Cela inclut également les mères des martyrs qui les envoient en enfer avec des fleurs et des baisers. Elles devraient suivre leurs fils, rien ne serait plus juste. Elles doivent partir, tout comme les foyers dans lesquels elles ont élevé les serpents. Sinon, d'autres petits serpents y seront élevés. Voilà, donc là, on est en 2015. 2015, ce n'est pas une période d'intensité particulièrement haute. Ce n'est pas comme la guerre qu'il y a eu 2008, 2009, 2012, 2014, ou bien là, depuis octobre 23. Et le 9 octobre 2023, donc 2 jours après les massacres du 7 octobre, là, c'est le ministre israélien des armées, Yoav Gallant, qui explique « J'ai ordonné un siège complet de la bande de Gaza. Il n'y aura pas d'électricité, pas de nourriture, pas de carburant. Tout est fermé. Nous combattons des animaux humains et nous agissons en conséquence. » Et donc, cette déclaration est terrible parce que nous combattons des animaux humains. C'est clairement, animaux humains, c'est un petit peu ambigu, c'est un peu entre les deux, mais nous combattons des animaux qui ont une forme humaine. Donc voilà, c'est là encore un processus d'animalisation qui est le prélude
dans l'histoire à de nombreux génocides. Et là, du coup, ça m'intéresserait peut-être ton avis, du coup, en tant que, d'avoir cette analyse en tant que vegan et antispéciste. Cette question de l'animalisation, quand on questionne la dévalorisation des animaux, elle se pose parce que là aussi, on voit bien que le groupe animal, en fait, évidemment qu'on ne parle pas d'un groupe biologique, on parle bien de l'animalisation comme un groupe social dévalorisé, ou voilà, quand on dit, évidemment que quand on dit ce sont des animaux humains, évidemment que ce n'est pas un rappel biologique, parce que évidemment, sinon on est tous des animaux et ça n'a rien de dévalorisant, mais là on utilise bien le terme animal comme un groupe social inférieur et qu'on peut se permettre de traiter moins bien, quoi. Oui, le fait de traiter les Palestiniens comme des serpents en 2015, comme des animaux humains en 2023, c'est évidemment les dévaloriser. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on les enlève de la communauté des humains, eh ben, on peut faire tout ce qu'on veut avec eux parce que ces propos sont tenus par des personnes éminemment spécistes pour lesquelles les animaux n'ont aucune valeur en eux-mêmes. Et là où vraiment, en tant qu'historien, ça m'intéresse, c'est de remonter un peu dans le passé. On voit que, par exemple, les Africains étaient comparés à des singes à l'époque de la colonisation, que les Japonais qui vivaient aux États-Unis après Pearl Harbor, donc le 7 décembre 1941, étaient représentés comme des cafards. À la même époque, les nazis représentaient les Juifs comme des rats ou comme de la vermine, même si pour les Juifs, ils étaient assez prolixes parce qu'il y avait aussi la métaphore de l'araignée, les petites toiles et tout ça dans l'ombre, ou bien la pieuvre, le pouvoir de la pieuvre aussi avec l'argent, etc. Ça, c'est dans les caricatures antisémites, donc c'est animalisation des Juifs, avec rats, vermine, araignée ou pieuvre. Et ce qui m'a assez ému, c'est que j'ai publié récemment, fin mai, un livre sur le vegan washing. Et je ne sais comment, une journaliste d'un journal franco-arménien est tombée sur ce livre. Elle a publié une recension et elle a publié en note, elle qui était justement sensible à ce passage sur l'animalisation, en écrivant en Azerbaïdjan, le président Aliyev, au sujet de la guerre menée justement à l'automne 2023 au Haut-Karabakh, avait dit « J'avais dit qu'on chasserait les Arméniens de nos terres comme des chiens, nous l'avons fait ». Voilà, donc au Haut-Karabakh, les Arméniens sont vus comme des chiens par le président azéri. Donc, ces phénomènes d'animalisation, en fait, on s'aperçoit qu'ils trouvent des échos dans différentes formes d'oppression, et là, en l'occurrence, celle des Arméniens en Azerbaïdjan. Le livre que tu as écrit donc, sur le vegan washing d'Israël, est-ce que tu veux détailler un peu plus le sens de ce mot? C'est pour se donner une bonne image qui se préoccupe des animaux, de bienveillance d'Israël, alors qu'en fait, ils font quand même des horreurs quoi, derrière ça, quoi. Oui, alors rapidement, pour parler du vegan washing en Israël, je pense qu'on va commencer avec le greenwashing, que tout le monde connaît. Le greenwashing, c'est tenir un discours ou mener des petites actions qui sont favorables à l'écologie dans l'unique objectif de verdir son image. C'est par exemple une entreprise comme Total, responsable de pollution majeure, qui va s'afficher sponsor d'une épreuve de course à pied dans un petit village, donc donner une impression de souci pour l'écologie. Et là où ça devient intéressant dans le cas israélien, c'est que le KKL, qui est le Fonds national juif responsable de la gestion d'une partie des terres israéliennes, le KKL, donc cette institution, décide que certaines zones sont classées zones naturelles non constructibles. Et comme par hasard, ce sont les villages palestiniens qui ont été rasés. C'est-à-dire qu'ils utilisent l'écologie pour interdire tout retour sur ces villages à des familles palestiniennes, parce qu'il faut savoir qu'il y a de nombreux Palestiniens, 2 millions à peu près de Palestiniens israéliens. Au moment, en 47-48, où l'État israélien se crée, il y a à peu près 150 000 Palestiniens qui restent en Israël et qui deviennent citoyens israéliens, de deuxième catégorie, de deuxième zone, mais qui restent citoyens israéliens. Et donc, le KKL utilise l'écologie pour interdire la reconstruction de villages palestiniens. Et ensuite, en Israël toujours, il y a un concept qui est vraiment important, c'est celui de pink washing. Pink étant la couleur liée aux luttes LGBT+. Et ce qui se passe, c'est que le gouvernement israélien présente Tel Aviv comme la capitale mondiale des minorités de sexe et de genre et diffuse des brochures, fait une communication énorme pour montrer combien le pays est tolérant. Et donc ça, c'est vraiment du pinkwashing parce qu'en réalité, dans de très nombreuses localités, à commencer par Jérusalem, la vie LGBT est complètement réduite à peau de chagrin. Et il y a des quartiers entiers de Jérusalem où 2 hommes ne peuvent pas se tenir par la main, 2 femmes non plus. Et donc ça, c'est cette idée donc, du pinkwashing, c'est utiliser la lutte LGBT+, pour redorer l'image du pays. Et ce qui se fait avec le véganisme, c'est exactement la même chose.
C'est partant d'un constat réel qui est celui qu'Israël est le pays au monde avec la plus grande part de véganes. On estime, selon les études, qu'il y a entre 3 et 5% de véganes en Israël. Et donc, Israël développe une véritable communication là-dessus en se présentant comme le pays le plus soucieux des droits des animaux. Et ça va ainsi loin que l'armée israélienne, IDF ou Tsahal, a mené une véritable campagne pour le véganisme en se présentant comme l'armée la plus éthique du monde, en expliquant qu'il y a des milliers de soldats qui sont véganes et que si on est soldat dans l'armée israélienne, on peut avoir des bottes en simili-cuir, on peut avoir un béret qui n'est pas en laine et évidemment, on peut avoir des 3 repas végétaliens. Et ça va vraiment très loin, c'est-à-dire qu'il y a une véritable campagne, il y a des clips, il y a sur tous les médias possibles, TikTok, YouTube, Instagram, etc., présentant l'armée israélienne comme le paradis pour les véganes. Et là où ça va même encore plus loin, et ça va être mon dernier exemple, c'est avec ce qu'on appelle les birthright trips. Donc, ce sont des voyages liés au droit de naissance. C'est quelque chose qui concerne les jeunes qui sont âgés de 18 à 26 ans et qui sont juifs et qui habitent en dehors d'Israël pour les inciter à faire leur alia, c'est-à-dire à venir s'installer en Israël, parce qu'Israël souhaite toujours avoir de plus en plus de juifs dans le pays pour contrer la natalité des Palestiniens. Donc, ces personnes sont invitées à visiter Israël. Donc, c'est tout frais payé, transport, nourriture, hébergement. Et ils proposent des vegan birthright trips, c'est-à-dire que tout va être vegan. Vous arrivez à l'aéroport de Tel Aviv, vous êtes pris en charge et vous avez là encore une alimentation végétale et on vous présente Israël évidemment sous les meilleures coutures. Pour rester sur cette question de l'instrumentalisation, il y a aussi une instrumentalisation de l'antisémitisme où toute critique d'Israël, en fait, on la qualifie d'antisémite et ça permet de se prémunir de ces critiques-là. Oui, en fait, à partir du moment où Israël se définit comme l'État juif, toute critique contre cet État peut être comprise comme une critique contre les Juifs. Et c'est peut-être là qu'il serait intéressant de parler aussi de sionisme et d'antisionisme. C'est-à-dire que le sionisme, c'était l'idéologie qui s'est développée en Europe centrale, notamment avec Theodor Herzl à la fin du 19e siècle, consistant à dire qu'il fallait un foyer national juif sur Terre. C'est important de rappeler dire qu'à ce moment-là, à la fin du 19e siècle et au début du 20e siècle, ce foyer national juif auquel aspirent les sionistes n'est pas forcément situé en Palestine. Dans Judenstaat, donc l'État juif, le livre programmatique de Theodor Herzl, 1896, il envisage l'Argentine. Il écrit noir sur blanc, les Argentins seraient très contents d'avoir un foyer national juif dans leur pays. Et au 6e congrès sioniste en 1903, là encore, Theodor Herzl soutient une motion qui vise à installer le foyer national juif en Ouganda, donc en Afrique. Bon, finalement, suite à la Seconde Guerre mondiale, Israël est créé en Palestine mandataire, avec le point de partage de novembre 1947 et l'installation du pays ensuite et la déclaration d'indépendance du 15 mai 1948. Mais dans le sionisme, ce n'était pas forcément là que devait s'installer le foyer national juif. Et ensuite, l'antisionisme, c'est une théorie qui dit non, les Juifs n'ont pas besoin d'un État à eux pour différentes raisons. Il y en a qui disent parce que où que ce soit sur la planète, il y a déjà des gens qui y habitent et donc on ne va pas aller leur imposer un État juif. Il y en a même qui disent s'il fallait faire vraiment un État juif, pourquoi pas le faire en Bavière, parce que c'est quand même un peu les Allemands qui ont massacré le plus de Juifs, 6 millions pendant la Seconde Guerre mondiale. Et donc, c'est plutôt à eux de se débrouiller avec un État juif dans leur pays, plus que les Palestiniens qui, eux, ne sont pas ceux qui ont massacré les Juifs pendant la Seconde Guerre mondiale. Et évidemment, il existe des antisémites comme Dieudonné qui vont maquiller leur antisémitisme, qui est bien réel, qui est maquillé, par exemple, de négationnisme. Les gens qui nient la réalité de l'extermination systématique des Juifs d'Europe, parfois sur des questions, par exemple sur les mises à mort, sur les ventes de chambres à gaz ou autres. Donc, ces gens qui sont antisémites, qui sont parfois négationnistes, vont maquiller leur antisémitisme sous une forme d'antisionisme, en disant « mais non, je ne suis pas antisémite, je suis juste contre l'existence d'un foyer national juif ». Et sur ce point, je pense que c'est assez intéressant de repenser à ce qu'a écrit l'historien Shlomo Sand, un historien de l'Université de Tel Aviv, qui dit « Israël est né d'un viol ».
puisqu'il y avait des Palestiniens qui étaient là et on a créé un État juif à cet endroit-là. Mais même l'enfant né d'un viol a le droit de vivre. Il faut juste l'éduquer pour qu'il ne répète pas les crimes de son père. Et je pense que c'est une idée intéressante, c'est l'idée de dire que sionisme, antisionisme, c'est un petit peu dépassé puisque l'État d'Israël existe. Donc, le sionisme a abouti. Donc, il y a la création d'un État, l'État d'Israël, qui doit être un État dans lequel les Juifs se sentent protégés. Mais si on regarde les choses en face, aujourd'hui, l'État d'Israël, c'est l'État où les Juifs sont le plus en danger à cause du conflit israélo-palestinien et de la situation qu'on connaît. Et donc, il faudrait essayer de faire en sorte que cet État soit vraiment un État pacifié. Donc, ce qui s'est passé ensuite, c'est que voyant que des antisémites patentés utilisaient l'antisionisme pour faire avancer leur cause, de nombreuses personnalités juives, des chercheurs surtout, ont obtenu que l'IHRA, donc l'International Holocaust Research Alliance, donc si on veut l'alliance qui regroupe toutes les recherches menées sur l'extermination systématique des Juifs d'Europe, considère l'antisionisme comme étant de l'antisémitisme. C'est-à-dire que pour ces gens-là, toute personne qui va tenir des propos antisionistes va tenir des propos antisémites. Voilà. Donc, ils ont décidé ça. Et c'est ce qui fait qu'il y a une grande confusion entre critique de l'État d'Israël, opposition au sionisme et antisémitisme. Dans le contexte actuel, l'antisémitisme est en plus instrumentalisé pour stigmatiser la gauche. Il me semble que c'est une instrumentalisation. Quel avis tu as là-dessus? Oui. On peut prendre un exemple très clair. En octobre 2023, la présidente de l'Assemblée nationale, Yael Braun-Pivet, est allée à Tel Aviv pour assurer Israël du soutien de la France. Il n'y a absolument rien à dire là-dessus. Et elle est restée quelques jours, ce qui a amené Jean-Luc Mélenchon, donc le leader de la France insoumise, à dire, comme il y avait en France des problèmes dans les banlieues, il y avait différents sujets à l'ordre du jour, et elle était restée quelques jours à Tel Aviv. Il a dit, pendant ce temps, Mme Braun-Pivet campe à Tel Aviv pour encourager le massacre. Bon, pour encourager le massacre, ce n'est pas vraiment justifié parce qu'on ne sait pas exactement la teneur des propos des échanges qu'il y a eu entre Yael Braun-Pivet et Benjamin Netanyahu. Mais le fait qu'il utilise le verbe camper, il a dit Yael Braun-Pivet campe à Tel Aviv, a valu à Jean-Luc Mélenchon une accusation d'antisémitisme. On a par exemple un historien, Pierre Birnbaum, très connu et très respecté pour ses travaux, qui a fait une tribune dans Le Monde pour dire Jean-Luc Mélenchon est un antisémite parce qu'il a dit que la présidente de l'Assemblée nationale, qui est juive, Yael Braun-Pivet, campait à Tel Aviv. Et le verbe camper, c'est le verbe des camps de concentration, des centres d'extermination. Et donc, c'était antisémite de dire que Yael Braun-Pivet campait à Tel Aviv parce que c'est le verbe camper qui est associé à l'extermination systématique des Juifs. De l'antisémitisme, il peut en avoir chez quelques individus au sein des partis. Il peut avoir, a priori, même sur Mélenchon, il y a eu des phrases peut-être des fois au mieux ambiguës ou quoi, mais il n'y a pas de preuve de réel antisémitisme ni sur les cadres du parti, ni sur le parti en général, en tout cas, c'est ça? Oui, c'est un fait important. Je pense qu'il y a eu parfois des maladresses, des propos douteux de Mélenchon. Sur Zemmour, il a dit par exemple que sa façon de débattre était typique de sa conception du judaïsme, des choses comme ça qui n'avaient pas lieu d'être parce qu'on s'en fiche complètement de la rhétorique de Zemmour. Mais c'est important de dire que personne au sein de la France insoumise, et a fortiori même dans le nouveau Front populaire, personne n'a jamais tenu de propos antisémites, personne n'a jamais été condamné pour antisémitisme, alors que des centaines, voire des milliers de personnes du Rassemblement national ont tenu des propos antisémites. Encore récemment, on avait une candidate du Rassemblement national qui se faisait prendre en photo avec une casquette ornée d'une croix gammée, ce qui peut être considéré comme un acte antisémite puisqu'elle sourit avec, même si ce n'est pas des propos au sens précis du terme. Mais c'est une véritable addiction de voir que l'antisémitisme est instrumentalisé contre la gauche, contre le nouveau Front populaire et plus précisément contre LFI, alors qu'il n'y a absolument rien pour étayer cela. Il n'y a même pas eu des individus isolés, il n'y a même pas eu je sais pas, il n'y a pas eu un candidat qui a eu des propos antisémites ou Alors, pas, j'ai voilà. vraiment regardé ça de près, et puis surtout, il y a des historiens comme Yoann Chapoutot qui ont publié un long article sur le sujet. La pire déclaration que j'ai trouvée, c'est celle de David Guiraud, donc député LFI, qui, à propos des fake news qui avaient été diffusées le 7 octobre sur le bébé mis dans le four et la femme éventrée pour enlever son bébé et puis la violer ensuite,
il a dit, c'est pas les Palestiniens qui ont fait ça, c'est Israël qui l'a fait, sous-entendu dans le passé, et après il explique en 1982 lors des massacres de Sabra et Shatila. C'est stupide, c'est révoltant, c'est inexact. Les massacres de Sabra et Shatila, ils sont commis par des phalangistes chrétiens avec la complicité d'Israël qui a laissé faire, mais c'est pas des Israéliens qui ont commis les massacres. Et même lors de ces massacres-là, on n'a jamais vu de bébé dans un four ni de femme enceinte éventrée. Donc, David Giraud raconte n'importe quoi, mais c'est pas non plus de l'antisémitisme de dire ça, c'est juste de la bêtise et de l'ignorance. Il n'aurait jamais dû le dire, c'est condamnable et je le condamne. Mais pour moi, c'est les propos les plus problématiques que j'ai pu trouver, ce sont ceux-là. Et je ne les qualifierais pas d'antisémitisme, mais de bêtise et d'ignorance. Tu as dit que, bon, effectivement, c'est, chez le RN, pour le coup, il y a vraiment des exemples d'antisémitisme et de personnes condamnées pour antisémitisme. Et bon, ben, on pourrait citer notamment Jean-Marie Le Pen. Ça allait venir à ma question suivante, qui était ben, l'antisémitisme, à quel point il existe encore en France et où est-ce qu'il est le plus présent, où est-ce qu'on trouve finalement l'antisémitisme en France? Alors, l'antisémitisme est bien réel en France, il est persistant. En France, il y a des gens qui sont tués parce qu'ils sont juifs. Et ce, on pourrait remonter à Yohann Halimi en 2006, torturé pendant des jours et tué parce que les jeunes du gang des barbares, comme on l'appelle, ont supposé que comme il était juif dans un magasin de vente de téléphone, il devait être riche ou il devait avoir autour de lui des gens riches qui pouvaient payer. Et donc, ils ont exercé une espèce de chantage avec rançon et l'ont torturé jusqu'à la mort. Il y a eu aussi à Toulouse en 2012 une famille entière à l'école Azara qui a été tuée parce qu'ils étaient juifs. Il y a eu des clients de l'Hypercacher en 2015, tués eux aussi parce qu'ils étaient juifs. Il y a eu Sarah Halimi en 2017, Mireille Knoll en 2018. Donc l'antisémitisme existe en France. Il a atteint un niveau tel qu'on parle de mort, c'est-à-dire pas seulement de mettre une croix gammée sur la maison d'un juif, ou de taguer salut ou pas, ou je ne sais quoi, d'insultes antisémites, mais ça va vraiment jusqu'à la mort. Et ensuite, on a dans les différents services de l'État des moyens un petit peu de mesurer l'importance des atteintes aux biens, des atteintes aux personnes. Et donc, la Direction nationale du renseignement territorial indique qu'on a un fort d'antisémitisme jusqu'en septembre-octobre 2023 et qu'on a une recrudescence énorme à partir de ce moment-là, mais que ça se calme à partir de décembre. C'est vraiment les mois d'octobre, novembre, décembre qui ont été marqués par une recrudescence terrible des actes antisémites. Heureusement, pas de morts, mais des agressions, etc. Et pour expliquer cela, il y a d'une part un antisémitisme très fort qui est dans différentes populations, les populations d'extrême droite, aussi des populations racisées qui voient d'un mauvais œil le soutien conditionnel du CRIF. Donc là, il faut dire deux mots du Conseil représentatif des institutions juives de France, qui est censé représenter l'ensemble des différentes communautés juives et qui affiche un soutien indéfectible, inconditionnel à Israël en toutes circonstances. Et le fait que le CRIF affiche ce soutien absolu fait que cet amalgame entre Juifs de France et Israéliens est souvent fait notamment par des jeunes qui vont penser que si telle personne est juive, elle soutient fortement Israël, puisque c'est ce que fait le CRIF, et que donc elle soutient les massacres en cours à Gaza. Et ça, c'est évidemment un vrai problème. Et je souhaite ardemment que le CRIF revienne un petit peu sur ce soutien aveugle et inconditionnel. Alors qu'en réalité, il y a des juifs français qui sont critiques d'Israël. Il y en a des tas. Bien sûr, en fait, le problème, c'est que il y a de nombreux juifs qui ne sont pas du tout représentés par le Christ. Il y a par exemple l'Union juive française pour la paix, qui existe depuis très longtemps, et qui est une association de personnes juives qui sont opposées à la politique de colonisation menée par Israël. Ce ne sont pas des gens qui sont opposés à l'existence de l'État d'Israël. L'État d'Israël existe, mais par contre, ces personnes sont opposées aux lois discriminatoires, au fait qu'en Cisjordanie, on a un véritable statut qui est comparable à celui de l'apartheid à l'époque de l'Afrique du Sud. Et donc, toutes ces personnes-là ne sont pas représentées par le CRIF, mais n'ont que malheureusement très peu d'accès aux médias. Et donc, la plupart des Français pensent que tous les Juifs pensent comme le CRIF. En fait, ce qui se passe, c'est qu'à partir du moment
où Israël se définit toujours comme État juif, il y a de nombreux juifs, comme moi par exemple, qui ont ce sentiment de « not in my name ». Ben non, si vous dites que vous êtes l'État juif, que vous êtes l'État de tous les juifs, moi je suis juif et je ne suis pas d'accord avec cette politique de colonisation que vous menez, par exemple. Il y a aussi des Israéliens qui sont en désaccord avec la politique d'Israël. Tout à fait. En fait, tous les samedis, depuis le 7 octobre, il y a toujours des manifestations, surtout à Tel Aviv. Seulement, ces manifestations sont un petit peu ambiguës. Ce sont surtout des manifestations pour exiger le retour des otages et condamner la politique de Netanyahou, puisque les bombardements massifs et la politique de tirer sur tout ce qui bouge à Gaza nuit à la chance de survie des otages. On l'a vu, par exemple, de mémoire, je crois que c'était début décembre, il y avait quelques otages qui avaient réussi à fuir, à se libérer. Ils sont sortis en slip, les mains levées, en parlant hébreu, et qui se sont fait trouer de balles parce que les soldats sont comme au champ de tir, tirent sur tout ce qui bouge. Et donc, ils ont pensé que c'était sûrement des terroristes qui faisaient exprès de parler hébreu, et ils ont tué les otages. Donc, ces manifestations sont en premier lieu pour obtenir la libération des otages, et pour condamner Netanyahou. Netanyahou a tenté un véritable coup judiciaire un peu à la Trump. Il y avait des grandes manifestations contre Netanyahou jusqu'au 7 octobre, notamment parce qu'il voulait remettre en cause le rôle du Conseil de la Cour suprême. Et c'était le seul contre-pouvoir qui existait, donc les gens se sont inquiétés. Et donc il y a ces manifestations contre Netanyahou et pour le retour des otages. Et il y a quelques manifestations bien plus rares contre la colonisation. Et ce sont des manifestations, évidemment, qui vont plus au fond des choses. Je reviens sur la question de l'instrumentalisation. Donc, on a vu que c'était assez fallacieux d'utiliser l'antisémitisme pour attaquer la gauche. C'est quoi les conséquences politiques et sociales de cette instrumentalisation de l'antisémitisme? La première conséquence de cette instrumentalisation, c'est la hausse du Rassemblement national. De grandes personnalités juives comme Serge Klarsfeld, grand chasseur de nazis, la personne qui, avec sa femme Beate Klarsfeld, a réussi à retracer le destin de chacun des juifs déportés de France, et notamment des 11 400 enfants qui ont été déportés de France. Donc, c'est une figure morale incontournable parmi les grandes personnalités juives. Et Serge Klarsfeld a dit que dans un duel entre la gauche et le Rassemblement national, il choisirait le Rassemblement national. Il faut savoir que Serge et Beate Klarsfeld ont déjà accepté en octobre 2022 d'être décorés par Louis Alliot, le maire du Rassemblement national de Perpignan. Et on assiste clairement à un soutien ouvert au Rassemblement national par de telles personnalités juives en raison de cette rumeur selon laquelle la gauche serait antisémite et plus précisément LFI. Arnaud Klarsfeld, le fils du couple Klarsfeld, qui a été secrétaire d'État, je crois, sous Sarkozy, qui a été ensuite à la tête de l'OFPRA. Arnaud Klarsfeld dit « Aujourd'hui, c'est LFI qui est le parti d'extrême droite antisémite et le Rassemblement national n'est plus antisémite. » Donc, pour répondre à la question qui bénéficie de cette instrumentalisation de l'antisémitisme, la réponse est claire, le Rassemblement national. Effectivement, on pourrait trouver un peu choquant que pas mal de juifs en viennent du coup à soutenir le Rassemblement national qui est issu du nazisme. Est-ce que c'est légitime d'être choqué ou est-ce que, comme le prétendent certains, qui vont dire mais c'était avant, le parti a changé et le parti n'est plus antisémite, est-ce que on devrait considérer que le RN est toujours un parti antisémite ou est-ce qu'il a changé et que ce n'est plus le cas? Je pense que le RN n'est pas en soi un parti antisémite, c'est-à-dire qu'il n'a pas de position antisémite, on n'en trouvera nulle part dans son programme, mais qu'en son sein, il y a des personnes antisémites, même parmi les cadres du parti, même parmi les candidats aux élections. Mais sur le fond, l'ennemi premier du Rassemblement national, ce sont les musulmans et les Arabes. Or, Netanyahou a les mêmes ennemis. Donc, c'est tout à fait logique que les partis d'extrême droite européens s'allient à l'extrême droite israélienne. Il faut savoir que Netanyahou, si lui-même est au Likoud, qui est le parti de la droite dure, il a dans son gouvernement des ministres d'extrême droite. Donc, on peut dire que l'extrême droite gouverne en Israël avec Netanyahou. Et l'ennemi commun le plus fort, ce sont les musulmans, ce sont les Arabes. Et donc, pour le Rassemblement national, il est tout à fait logique de soutenir Israël dans sa politique de colonisation, dans sa politique de bombardement massif à Gaza et de lente extermination des Palestiniens, même si évidemment le terme extermination n'est pas comparable à ce qu'ont pu faire des nazis dans la Seconde Guerre mondiale.
En ce sens-là, ça veut dire que cette idée que le RN aurait vraiment changé là-dessus, est-ce qu'elle est vraie du coup, vu que le RN a effectivement changé de cible, ou maintenant du coup il est carrément, au lieu d'être antisémite, il est allié même d'Israël contre ses nouvelles cibles qui sont maintenant plutôt les peuples arabes et musulmans? Oui, en fait, l'antisémitisme n'a jamais été dans le programme du Rassemblement national. Il était dans l'esprit de ses fondateurs, très clairement, parce qu'on a des anciens de la Waffen-SS parmi les membres fondateurs, on a des anciens néo-nazis, des collaborateurs qui étaient antisémites. Le père lui-même a édité des disques de chants SS. Donc, l'antisémitisme était bien présent, mais il n'a jamais été programmatique. C'est-à-dire que jamais on a trouvé dans le programme du Rassemblement national quoi que ce soit qui concernait les Juifs. Alors qu'on trouve une véritable islamophobie. Il y a la volonté, par exemple, d'interdire le voile en France, ce qui relève clairement de l'islamophobie. Mais il ne parle pas, par exemple, d'interdire la kippa, qui serait comparable et du côté antisémite. Est-ce que sur la question de l'abattage rituel, où là aussi on peut parler d'instrumentalisation de la cause animale, bon, c'est que le RN s'en fout complètement des animaux, mais ils vont en parler juste quand ça permet de stigmatiser les musulmans, où ils sont du coup contre, ils vont parler que d'abattage rituel, et donc avec la question du halal. Mais du coup, est-ce que ça concerne aussi le kasher? Est-ce qu'on pourrait dire qu'il y a de l'antisémitisme là-dedans ou pas du tout? Je crois que Marine Le Pen s'est exprimée contre l'abattage rituel, mais en pensant à l'abattage rituel halal, sans se rendre compte que ça allait aussi embêter les juifs qui avaient le même type, grosso modo, d'abattage. Donc, je pense qu'elle est assez discrète sur le sujet, qu'elle serait plutôt hostile à l'abattage rituel, mais en pensant à sa cible qui est les musulmans.